Bonjour à tous et à toutes. Nous voulons reconnaître les terres non cédées. Ah, pardon, excusez-moi. Nous souhaitons reconnaître les environ 476 millions de personnes autochtones qui vivent dans 90 pays autour du monde et qui représentent environ 5000 cultures autochtones. Nous souhaitons reconnaître les terres non cédées des peuples autochtones des Yelamu, de San Francisco, de Ramaytush-Ohlone et de Huichin en Californie, les villages confédérés des Leshan Ohlone aux États-Unis, qui vivent à côté des Muwekma Ohlone, pardon, les Costanoan SLN, les Rumsen et les Mutsun Ohlone. Je suis désolé d'avoir massacré vos noms traditionnels. Nous allons repasser quelques articles de base avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y aura de l'interprétation simultanée vers l'espagnol et le français au cours de la session. Je demande à tous les intervenants de parler lentement et clairement et de permettre une pause de 3 secondes avant de répondre à toute question qui vous parviendrait. Merci encore aux interprètes de leur travail. La langue d'interprétation peut être changée avec le bouton. Il y a un menu déroulant en bas à gauche de l'écran. Quelques fonctionnalités de la plateforme Kudo. Il y a la fonction demander la parole. Et ainsi, si vous souhaitez prendre la parole, appuyez sur ce bouton. Je garderai l'œil sur la liste des demandes et je vous donnerai l'accès au microphone et à la vidéo lorsque viendra le moment. Encore un article. Il y a 3 onglets dans la fonction de messagerie. Vous verrez qu'il y a l'onglet des opérateurs qui peut être vu par tous les participants ainsi que par nos techniciens de Kudo. Si vous avez besoin d'assistance technique, vous pouvez écrire dans cette boîte de clavardage. Qui est notre assistant technique aujourd'hui? 3 noms, Michael, Eric ou Emma. Ceux-ci peuvent vous fournir de l'assistance si vous cliquez donc sur l'onglet des participants. Tous les participants voient cette boîte de clavardage et cela est destiné à la discussion entre vous. Il y a également un onglet privé où vous pouvez destiner un message à quelqu'un en particulier. C'était tout ce que j'avais à dire côté technique. Avant de commencer, j'aimerais moi-même dire simplement qu'il nous faut reconnaître les terres ancestrales, les terres autochtones que nous occupons tous aujourd'hui. Je serai votre animatrice aujourd'hui et je vais présenter les conférenciers. Je leur donnerai un petit résumé du contenu de leur présentation et je faciliterai également la période de questions. Je m'appelle T. O'Donnell. Je suis la directrice des programmes nationaux au Réseau canadien autochtone du SIDA. J'aimerais spécialement reconnaître tous les coordinateurs du 8e prix congrès international sur le VIH et le SIDA. Je ne sais pas si je vais un peu trop vite, mais je vais attendre s'il y a un message urgent de Trevor. Je veux bien sûr assurer que ma voix tienne le coup, alors je ne vais pas parler trop. Le titre de la session est l'innovation artistique dans la prévention du VIH au Labrador, au Canada. Voici une courte description du programme. Au cours de cette séance, les conférenciers discuteront des innovations passionnantes axées sur les arts dans la prévention du VIH au Labrador, au Canada. Rachel Landy présentera les résultats d'une étude de recherche communautaire au
cours de laquelle un atelier de réalisation d'un film participatif et d'éducation sur le VIH a été créé pour les jeunes et les aînés autochtones. Denis Coll présentera comment le projet SHIELD du Labrador Friendship Center utilise l'art, la culture et la technologie pour créer des espaces sûrs pour les jeunes afin de discuter de la santé sexuelle et du bien-être holistique. L'utilisation d'une approche autochtone et du partage intergénérationnel des compétences et la considération des jeunes comme détenteurs de connaissances sont ce qui font la force de projet, ce qui sera mis en évidence. Rachel et Denise seront également accompagnés de Grace. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, mais c'est une jeune Inuk qui s'est engagée dans ces initiatives artistiques. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant vous présenter nos présentateurs. Vous pouvez agrandir la vidéo en cliquant sur le bouton orateur, Speaker View. Et il y a bien sûr un bouton sondage préparé par nos évaluateurs, disponible au début de toutes les sessions. Alors les participants au début et à la fin, assurez-vous, avant de sortir de la session, d'avoir cliqué sur le bouton sondage. Ainsi, notre première conférencière, elle s'appelle Rachel Landy. Elle vient de l'Université de Victoria. Elle est boursière postdoctorale à l'Université de Victoria et elle travaille avec l'équipe Drum SH et avec les communautés métisses et des Premières Nations de l'Alberta pour développer des modèles de soins partagés spécifiques à la communauté pour le VIH, le VHC, les ITSS et les problèmes de santé mentale connexes. Pour sa recherche doctorale, elle a été invitée par le coordonnateur du programme VIH-Sida d'un organisme communautaire autochtone au Labrador à collaborer pour créer et évaluer des programmes artistiques attrayants pour les jeunes dont ils sont au service. Allons-y, Rachel. Merci beaucoup, T. Alors bonjour à tous ou après-midi, dépendamment de où vous vous trouvez. Je vous parle aujourd'hui de la partie est de l'Amérique du Nord, de l'île du Newfoundland, de Terre-Neuve. Je suis sur la terre ancestrale des Béats. C'est la terre ancestrale également des Micmacs. J'aimerais également reconnaître que les Inuits de Nunatsivuts et de Nunatavut de Natassimen et leurs ancêtres sont les détenteurs originaux de la Terre, les titulaires. Avant de commencer ma présentation aujourd'hui, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez. Avant de commencer, je veux reconnaître tous ceux qui ont participé à ma recherche, qui m'ont permis de donner des photos, leurs photos dans mes présentations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma recherche de doctorat. L'année dernière, c'était ma défense et le projet m'a pris quelques années. Alors voici un petit survol de la présentation d'aujourd'hui. Comme Thiel l'a mentionné, nous commençons la présentation avec les films participatifs et la prévention du VIH avec les jeunes autochtones. On a créé un film qui s'appelle Le préservatif dans le sac de grand-mère. Denis va parler avec nous aujourd'hui, et ainsi que Denis et Grace. Alors, comme je l'ai mentionné, cela faisait partie de mes recherches en doctorat. J'ai trouvé que c'était une manière respectueuse de travailler dans la communauté. Je ne suis pas autochtone. J'ai grandi dans le sud de l'Ontario au Canada. Et avant d'effectuer ces recherches, je n'avais jamais été au Labrador. J'avais de l'expérience au travail transculturel dans l'éducation du VIH et pendant mon travail de maîtrise, je me suis concentré sur la musique dans l'éducation et la prévention du VIH et du sida. Alors, très tôt dans mes études doctorales, le
coordinateur du projet HIV/AIDS Labrador, s'est approchée de moi. Elle savait que j'avais travaillé dans la prévention du VIH par le passé. Alors, elle m'a invité à collaborer avec elle et d'élaborer un projet. Je suis non autochtone et je suis étudiante de deuxième, troisième cycle, alors je sais ce qu'est la recherche communautaire. Cette approche peut aider à atténuer les déséquilibres de pouvoir. Se concentre sur la relation entre les universitaires et les participants. Tout cela inclut les théories communautaires et les efforts participatifs. Également en préparation de ce travail, avec le Labrador Friendship Center, j'ai développé un certain recensement de la littérature, comme j'ai vu au Canada et partout dans le monde. Les personnes autochtones sont surreprésentées dans toutes sortes de maladies infectieuses, y compris le VIH et le sida. Au Canada, les autochtones contractent le VIH avant la population en général, en moyenne. Et la santé est déterminée par un grand nombre de facteurs, y compris les impacts de la colonisation, comme résultat de pauvreté, de racisme, de traumatisme intergénérationnel, la perte d'autonomie et d'autogouvernance et les modes de vie traditionnels. Ces déterminants de la santé sont importants à considérer lorsqu'on élabore une stratégie de prévention. Alors, avec le Labrador Friendship Center, nous avons élaboré certaines questions de recherche pour notre enquête. Alors, nous voulions savoir comment est-ce que les jeunes autochtones vivent l'éducation, les ateliers du VIH et du sida basés avec l'art. Est-ce que cette participation change leur attitude? Et comme vous le verrez, alors que nous avançons dans cette présentation, certaines personnes ont participé sans le vouloir et nous avons élaboré cet atelier afin d'accueillir tout le monde, n'importe qui se présenterait parmi nous. Nous avons invité des aînés à assister à nos ateliers comme gardiens du savoir. Lorsque ceux-ci sont arrivés, les aînés étaient très intéressés non seulement à l'atelier d'éducation, mais également dans la création des films. Un des aînés s'est approché de moi et m'a demandé s'il pouvait lui aussi faire un film et tirer des leçons de cette session, de cet atelier. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Alors, encore une fois, si nous examinons la littérature qui nous entoure, comment développer un programme d'éducation de VIH pour les jeunes autochtones? Nous avons examiné des pratiques sages dans ce secteur et puis les méthodes basées sur l'art semblent très efficaces, y compris par exemple les impacts coloniaux, la diversité, la stigmatisation, les problèmes reliés, les jeunes. Toutes ces approches ont informé notre vision globale de l'atelier. Nous avons également été informés vis-à-vis des stratégies de l'art pour la prévention et la promotion de la santé. Au Canada, nous avons des projets très intéressants en cours, par exemple Floxy et Smash, qui travaillent avec les jeunes hommes et femmes au Canada. Nous avons des projets à l'échelle nationale, Visioning Health 1 et Visioning Health 2, qui travaillent avec les femmes et les hommes dans la prévention du VIH et du sida. Ainsi, nous examinons toute cette littérature, toute cette documentation, mais bien sûr, ce qui est encore plus important, c'est le contexte local. Avec toute cette information, et je suis encore quelqu'un engagé dans la recherche. Il s'agit de faire beaucoup de consultations auprès de la communauté, des parties prenantes, les personnes qui travaillent dans le secteur de l'éducation,
la promotion de la santé, les aînés des communautaires, les jeunes de la communauté. Quelles sont les normes? Quelles sont les attentes? Quelles sortes de formes d'art peuvent être utilisées pour la prévention du VIH et du SIDA? Je ne vais pas trop m'attarder sur la méthodologie, mais si vous aimeriez en savoir davantage, n'hésitez pas à me poser la question plus tard, après la présentation. Cet atelier a été élaboré, il a duré environ 3 jours et demi. Nous avons servi les jeunes de la communauté sur les différents types d'art dont ils étaient, qui les intéressaient. L'artisanat traditionnel, par exemple, et de manière prédominante, les jeunes voulaient créer des films, voulaient savoir comment créer des films. Alors pour, diriger cet atelier, j'ai, engagé des animateurs. J'avais un historique, dans ce secteur, bien entendu. Je savais embaucher les personnes compétentes. Alors il s'agissait de guider ce processus. Nous avons également travaillé avec, une éducatrice, dans l'éducation du VIH, dans l'Est du Canada, dans la province de la Nouvelle-Écosse, qui a assisté à notre atelier. À part l'éducatrice et l'animatrice, nous avions 11 jeunes âgés de 11 à 17 ans et 5 aînés. Les jeunes et les aînés qui sont venus étaient représentatifs de la diversité autochtone locale. Avec ce processus, l'intention était que les jeunes et les aînés aient toute la liberté de créer leurs propres idées. C'était un processus très créatif et nous ne voulions pas que ce soit une espèce de projet scolaire avec des attentes très rigides. Non, c'était quelque chose de très flexible et on leur a demandé au début, ou pardon, à la fin, sur quoi avez-nous parlé au cours de cet atelier? Et puis les jeunes ont créé 3 films en groupe, des groupes de 3 ou 4 personnes. D'abord, le premier film s'appelait Our Body is a Treehouse, notre corps est une maison dans l'arbre. Le thème était de l'alcool et de la drogue, mais il faut traiter notre corps comme une maison dans l'arbre, comme une cabane dont il faut prendre soin. Le deuxième film s'appelait Tested, non, dépistage. Puis un autre film s'appelait Young Genius, le jeune génie, un jeune garçon qui cherche du soutien dans sa famille pour des questions, les grandes questions de la vie. Alors on parle des liens familiaux qui peuvent vraiment devenir une force pour les jeunes. Et puis bien sûr, le film qu'ont fait les aînés et on l'appelait un condom dans le sac de grand-mère, un préservatif dans le sac de grand-mère. Qu'est-ce qu'ils savaient par le passé sur le VIH et qu'est-ce qu'ils savent maintenant sur le VIH? En gros, c'était cela. Ce processus de création des films consistait d'une liste de tous les thèmes qui les intéressaient, puis de filtrer cette liste, de la restreindre selon les intérêts. Le processus devait être créatif, encore une fois, non un service public, non un devoir. Alors nous avons terminé ces films et puis nous les avons montrés à la communauté. Le film a débuté et on l'a présenté au centre culturel de la communauté. C'est là où a été la première des amis, des frères et des sœurs, des aînés, des décisionnaires de la communauté étaient tous là. Donc un bon mélange de gens. Et les jeunes et les aînés ont été là, ils se sont mis sur la scène, ils ont présenté les films et ils ont répondu aux questions du public après le film. Et si nous retournons côté recherche, comment avons-nous considéré ces questions?
Voici quelques-unes des méthodes que nous avons examinées. Je ne vais pas trop m'attarder sur celles-ci parce que j'aimerais plutôt parler des résultats. Une des choses qui nous intéresse énormément, c'est que est-ce qu'il y a un changement de savoir, de connaissance? Je peux vous dire avec certitude qu'avec ce projet de recherche, l'échantillon était petit, mais tout le monde a augmenté sa connaissance du VIH d'environ 20% et leur attitude s'est rendue plus positive de 18%. J'avais la chance d'avoir eu ces données parce que une étude similaire a été effectuée auprès d'une population similaire avec le Friendship Center encore une fois, il y a un an. Et après une session d'une heure comparable à la nôtre sur le VIH et le sida et l'information y liée, le savoir s'est amélioré de 13% et l'attitude s'est améliorée de 2,2%. Donc des résultats marqués, très différents. La session d'éducation était comparable, notre engagement, la durée de l'engagement était plus longue. Les jeunes travaillaient avec ces idées tout au long de notre atelier. Je voulais également tenir quelques entretiens avec les jeunes. Non seulement qu'est-ce qui a changé pour vous, mais comment c'est changé? Quelles leçons avez-vous tirées de ce projet? Bien sûr, les jeunes ont appris ce qu'est le VIH. Les jeunes entre les âges de 11 et 17 ans ont n'importe quelle idée sur la santé sexuelle. Certains avaient suivi des cours de base à l'école sur le VIH, la prévention, les relations sexuelles protégées, comment le VIH est transmis. Donc voilà encore quelques leçons des jeunes, la stigmatisation, l'auto-efficacité, c'est-à-dire établir des frontières saines dans les relations. On a rendu les nouvelles connaissances opérationnelles, c'est-à-dire comment le partager avec les pairs. Et puis on a attribué l'apprentissage à l'environnement créé à travers la création des films de manière participative. L'engagement des pairs, tout cela étaient des facteurs qui ont contribué à un environnement sain pour ces jeunes. Nous souhaitions également savoir si les jeunes apprenaient, mais si leur attitude changeait. On voulait savoir comment est-ce qu'ils vivent cet atelier. Qu'y a-t-il dans la création de films qui vous attire? Est-ce que c'est une méthode acceptable? Et les jeunes ont dit oui, c'est très engageant et c'est très acceptable. Ça crée un environnement où ils pouvaient apprendre le processus de création de films, de développer des relations entre les jeunes. Une des choses les plus intéressantes que j'ai trouvées ici, c'est que les jeunes se voyaient comme des éducateurs du VIH, comme des formateurs, même si on leur a demandé de ne pas nécessairement, on leur a pas demandé de créer des ressources pour les autres, mais ils se sont offerts comme des personnes qui seraient prêtes à le faire par la suite, à former les autres, à transmettre ces informations. Voici donc quelques citations pour surligner l'expérience des jeunes. J'ai demandé, par exemple, est-ce que les choses seraient différentes si vous aviez à créer un film vous-même de manière indépendante? Dans notre projet, on l'a fait comme activité en groupe et la participante a dit oui, ce serait pas génial de le faire moi-même. Et pourquoi? Parce que ce serait frustrant, a dit le ou la jeune. Donc, ils ont aimé cette dynamique de groupe dans la création des films. Et j'ai parlé également de choses dont ils avaient appris, dont ils avaient pris. Ah, eh bien, je ne le savais pas, disaient certains. Lorsqu'on touche quelqu'un, on ne peut pas contracter le VIH. C'est mieux de créer une vidéo plutôt que de parler parce qu'on devient timide en parlant.
Les jeunes sont entrés dans ont adopté certains caractères et cela leur a donné l'occasion de modeler différentes conversations, comportements, modéliser différents scénarios. Je crois que c'était un des points clés. Mais créer un vidéo signifie que l'on peut également le faire avec nos amis ou dans un autre groupe. Peu importe le contexte, on peut utiliser ce vidéo pour parler d'un sujet épineux avec les autres et cela rend les autres à l'aise de partager sur ce qui a déjà été dit dans le film. J'aime beaucoup ce qui est dit ici. Beaucoup des jeunes et des aînés disaient qu'il y avait un manque de sens d'appartenance. Alors, je disais aux jeunes, ben, comment c'était avoir un aîné avec nous? Et un jeune a dit, ben, les personnes âgées souvent restent chez elles, alors c'est génial de les avoir parmi nous. C'était une excellente occasion pour les jeunes et les aînés de partager. On a eu des cercles de partage d'ailleurs toutes les journées. Les aînés ont été invités à partager sur leur culture, les différentes choses de leur culture. Les jeunes étaient très engagés, ils ont beaucoup aimé cet aspect transculturel de l'apprentissage. Ils ont beaucoup appris de leurs aînés. Et les jeunes, eux aussi, ont appris aux aînés à utiliser la technologie. Par exemple, les aînés disaient que ils avaient eu de la difficulté à opérer certaines technologies et personne ne leur avait montré comment les utiliser. Donc, c'était une excellente occasion pour les jeunes et les aînés de se créer des liens. Comme je l'ai mentionné au début, j'ai mentionné que les aînés n'étaient pas censés à l'origine de venir créer un film, mais eux nous ont demandé, est-ce qu'on peut faire un film nous aussi? Cela a été très parlant pour nous parce que cela signifiait que c'était un environnement où ils se sentaient confortables. Ils avaient un certain contrôle du processus. C'était leur film. Et je vais maintenant vous montrer le film que eux ont créé à travers ce projet. Et j'ai ajouté des sous-titres afin de rendre la compréhension un peu plus facile parce que la connexion n'est pas toujours géniale. Mais voilà, maintenant je vais rouler le film. OK. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de le VIH dans le passé? Bon, on n'était pas très éduqués à propos du VIH parce que je ne savais rien. On ne savait rien à propos de VIH. Le VIH a commencé à devenir plus connu quand les gens ont commencé à voyager. Et on ne parlait même pas des relations sexuelles. Non, non, non. On n'a jamais eu de l'éducation sexuelle de nos parents. Ils nous disaient que les bébés venaient des choses pourries. Ça, c'est l'éducation qu'on avait. Quand j'étais en train de grandir un jeune adulte, je ne savais pas c'était quoi une maladie vénérienne. Les gens parlaient ça et ils l'appelaient les trucs. Ne touche pas celle-là et là, la chose. Et, en fait, cette femme est venue chez nous et c'était la femme dont tout le monde parlait à propos d'elle. Et ma mère lui a offert une tasse de thé. Et me suis mis à regarder et voir quelle tasse elle avait utilisée, quel verre elle avait utilisé et quelle chaise elle avait utilisée. Et j'étais justement, j'avais peur de me tomber malade de la chose. Et après qu'elle est partie, j'ai fait le ménage. J'ai trouvé de l'eau bouillante. Je l'ai mis ça sur
la tasse, sur le verre et sur la chaise parce que je ne voulais pas être malade. Je me rappelle plus de 70 ans, à la base militaire, il y avait un mélange de détergents et avec de l'eau, puis on mettait ça sur les serviettes. Ça tuait supposément les bactéries. On n'était pas informés, on n'avait pas d'éducation, on ne nous montrait pas les côtés médicaux des choses. Les gens à Goose Bay disaient que, bon, je me rappelle des gens qui venaient travailler et qu'ils sont revenus avec des French Safe, de la sécurité française, ou et les gens les appelaient les French Safes. Et je ne savais ce que c'était, mais c'était une sorte de contraception. Et c'était utilisé pour aussi pour éviter les maladies de transmission sexuelle, mais c'était juste des condoms. C'était ça que on ne disait pas à cette époque qu'on pouvait les utiliser pour prévenir une maladie. C'était juste une manière de contraception. Je ne pense que personne n'a jamais pensé qu'on pouvait prévenir une maladie. OK, qu'est-ce que vous avez à propos du VIH maintenant? Je pensais qu'on pouvait se contagier du VIH à partir d'une relation sexuelle, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est à partir des drogues, des aiguilles et tout ça. Le lait maternel, oui, cela m'a surpris hier. Le lait du bébé. Quand il se fait allaiter, le bébé, il, il peut l'obtenir. Est-ce que vous vous rappelez de ces paquets qu'ils nous ont donnés hier? J'en ai une dans ma sacoche. Et ma petite fille a 15 ans et je pense qu'elle est allée fouiller dans ma sacoche. Et elle est venue me voir hier soir et elle m'a dit, grand-maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que c'est ceci? Et elle me montre les sacs où se trouvent les condoms. C'est ça que j'ai fait. Je lui dis, j'ai été à l'atelier du VIH. Parce que je ne crois pas que les jeunes croient que nous avons des sentiments et que nous pouvons aussi parler à propos de n'importe quoi. Bonjour tout le monde. Bonjour Alex. Viens t'asseoir. Quand AIDS, quand le sida est apparu, tout le monde pensait que c'était une maladie des gays. Et j'ai appris énormément dernièrement et j'ai appris des choses que je peux passer aux prochaines générations. Bonjour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vois quelques commentaires et je vois qu'il y a des gens qui ont aimé. Donc, sachez que utiliser la vidéo dans ces contextes-là, c'est une bonne manière de revenir les gens. C'est une manière plus tangible, plus sensible de voir qu'est-ce qui se passe dans cette morceau du monde. Et dans la vidéo, on voit qu'Alex est arrivé un peu en retard. Il avait à garder des enfants. Et donc, ça fait une bonne transition. Mais plusieurs choses qui ont été mentionnées après avoir vu ces vidéos.
Ils ont dit que les aînés ont l'air d'être confortables devant la caméra. Et je leur ai dit que les aînés avaient envie, en fait, d'enregistrer cette vidéo parce qu'ils se sentaient confortables. Parfois, dans les ateliers, les gens ils ont une incitation à l'heure de participer dans un atelier. Et il faut savoir que tout ce qui est redire, c'est que c'est très tabou. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire parce que il y a tellement d'informations, mais je peux juste vous donner un petit résumé aujourd'hui. On voulait savoir comment est-ce que les aînés ont expérimenté pendant ces enregistrements. Donc, c'était le contexte qui a fait la chose importante. Et ça, le processus de réalisation et le film lui-même a aidé les aînés à identifier leurs besoins par rapport au VIH, de l'apprentissage de la santé sexuelle. Les aînés ont indiqué qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'éducation et le soutien des jeunes de leur communauté. Et je pense que tout cela est très important quand on travaille avec les jeunes, avec la communauté aussi. Des aspects qui ont contribué à leur compromis confortable, qui se sent à l'aise. Travailler avec les jeunes, ça a été une bonne partie de ça, parce qu'ils pensent qu'ils travaillent, ils devraient travailler avec eux. Les partages avec les pères, ça a été, quand on a commencé à penser à ce film-là, ils se sont dit, ils ont commenté, et ils ont parlé. Et ils ont une vision de la vie de diviser et conquérir. Plusieurs de ces aînés ont dit que c'était vraiment agréable de se réunir et de voir combien leur vision du monde était pareille, même s'ils n'avaient pas eu une éducation très intéressante ou très complète par rapport à la sexualité. Ensuite, la connexion à la culture. Et je pense qu'une des parties les plus importantes, ça a été le contrôle et le processus. Le contrôle du processus et l'implication. Ils ont été devant la caméra, en arrière de la caméra, en train de faire le montage. Ils ont créé un plan de montage. Donc, c'est leur création, leur vidéo. Et une chose très importante dans notre recherche, c'est que parfois c'est difficile d'un point de vue institutionnel, comme par exemple de travailler par exemple avec une université ou d'autres gens. Mais dans ce cas, ça a été facile parce que les gens étaient impliqués. Une autre chose que je voudrais commenter, c'est que les compromis culturels, c'était des gens qui c'est qu'une des travailleuses a recueilli les commentaires des aînés et ça dit que c'était pas quelqu'un qui venait de l'extérieur de la communauté à nous apprendre quelque chose, c'était juste les membres de la communauté. Et c'est pour ça que je veux lire cette petite note que j'ai faite. Ce que j'aimais, c'est que les jeunes faisaient un film, mais tout d'abord apprendre à utiliser la vidéo. Puis une fois que quelqu'un dit « Oh, nous allons faire un film, nous nous y mettons et vous voyez comment cela a fonctionné. » Mais ce que nous faisons,
est juste tombé en place. Je pense que ce qui était génial à ce sujet, où nous avions les engins qui étaient là, que nous avons apportés, et cela a rendu les choses plus faciles, car parfois, il y a des ricanements et des rires, et lorsque les jeunes sont avec des personnes plus âgées, lorsque vous allez parler de quelque chose avec une relation sexuelle ou de quoi que ce soit d'autre, ce sont des choses qui, en réalité, nous ont soulagés parce que nous pouvions les regarder, parce que les gens pouvaient nous poser des questions, ce qui a fait plus facile de communiquer avec lui, je pense. Souvent, les gens recanviennent ou même seulement, mais tu sais, quand on veut parler de quelque chose d'inconfortable, parfois tu ne veux pas en parler, mais on était juste détendu. C'est que j'aime le sujet, et puis les jeunes que nous avons eus, il était amusant. Il était vraiment très amusant. Je l'aimais. Donc, d'un point de vue d'éducation, c'était d'identifier les lacunes de connaissances identifiées par la discussion avec les pairs. Parfois, on ne comprend pas ça, mais on peut parler de tout, disaient les aînés. On peut parler de la santé sexuelle. On peut parler de n'importe quoi. Et je pense qu'on leur a donné les outils pour faire ça et pour développer les conforts à l'heure de discuter d'autres choses aussi. À notre époque, nous n'avions pas le droit d'entendre quoi que ce soit. Donc, pendant très longtemps, je ne pouvais parler de rien de sexuel, de maladies ou de quoi que ce soit parce que nous devions nous taire. Vous savez, si quelqu'un disait quelque chose ou que quelqu'un était enceinte, disait oh Dieu, ce n'est pas à toi d'en parler, ce n'est pas à tes oreilles. Et les gens sont plus ouverts maintenant qu'ils avaient l'habitude de l'être quand tu grandis dans les villages et que tu grandis dans une religion, ou pas seulement dans cette religion, mais à ce moment-là, nous ne pouvions pas, parce que nous étions dans un petit village, et surtout nous, les autochtones, et ces gens de l'extérieur venaient nous dire cela. Donc, on ne pouvait pas vraiment parler de que quelqu'un allait avoir un bébé ou une maladie. Vous devez vous taire. Vous êtes en travail et vous ne pouvez pas parler vous ne puissiez pas parler de quoi que ce soit. Nous allons garder tout ça dans notre âme. Et on disait, oh, je ne savais pas d'où venait un bébé ou comment est-ce qu'on fait, ça apparaissait un bébé dans la vie. Donc, c'était des choses qui étaient tabous. Et ce sont des choses qu'ils ont tous vécues. Et c'était le moment où ils ont partagé leur expérience. Ça a été une expérience de fermer l'écart. Il y avait un écart, mais ce n'était pas un écart. Et s'il y en avait un écart, cette semaine-là, il a été comblé parce que j'ai pu les apprécier davantage et j'espère qu'ils ont pu nous apprécier à une année par rapport aux jeunes. Et donc, eh bien, j'étais très heureux de voir comment tout fonctionnait. Comme je l'ai dit plus tôt, je pense que cela a construit une relation avec les jeunes et les aînés, vous savez. Et je me sentais bien à propos de l'atelier, vous savez. Donc, j'ai fait plusieurs voyages au Labrador pour travailler avec les clients de ces projets. J'ai eu l'opportunité d'entendre plus à propos de l'interaction entre les jeunes et les aînés. C'était très intéressant de savoir que ce programme très court a eu un impact si grand. Parlant des impacts, justement, en faisant des RBC et renforcement des capacités, on a fait du partage des connaissances. On a intervenu avec la communauté, avec les parties intéressées, avec les membres du public. Et un autre point que je voulais souligner, c'est qu'à cause de la nature de ce film qui peut être montré à maintes reprises,
Il y a les compromis des aînés, aussi des gens plus seniors, et je pense que les écoles les ont utilisés aussi. C'est pas seulement les gens qui ont participé dans la vidéo ces journées-là, dans cette chambre-là, mais l'impact a été beaucoup plus grand. On a entendu des commentaires de la part de Grace plus tard et comment ce film a donné les lieux pour commencer les conversations avec la famille, avec les amis, parce qu'ils utilisaient les films comme outil pour communiquer la prévention du VIH. Et je veux vous parler un petit peu à propos des implications de ce type de projet. D'un point de vue général, on voit aussi qu'aujourd'hui, que ces films, on voit juste un résumé de toute la question. Ça a été une expérience extraordinaire. C'était une possibilité d'avoir un feedback incroyable des participants et des personnes intéressées. Mais je voulais souligner surtout l'implication pour le moment. Donc, le cinéma participatif est une stratégie artistique promoteuse pour éduquer les gens à propos du VIH et pour éduquer aussi les aînés autochtones. Et il y a des impacts à plusieurs niveaux. La réalisation positionne les jeunes comme des éducateurs ou des leaders aussi. Et c'est une stratégie pour juste compromettre les pères aussi. Comme j'ai mentionné avant, la réalisation de films participatifs peut offrir aux jeunes et aux aînés un moyen de se connecter. Et ça a été dans ce cas très interactif. Et les aînés peuvent jouer un rôle dans l'éducation des jeunes sur le VIH-Sida. Mais aussi, ils cherchent d'être inclus à l'heure de partager leurs connaissances. Et l'éducation à la santé peut être amusante et éducative. Ça n'a pas besoin d'être juste une approche didactique comme à l'école. L'impact du cinéma participatif sur la santé peut s'étendre au-delà de l'éducation et au-delà des participants de l'atelier. Donc, encore, c'est pas seulement les gens qui ont fait le film, mais aussi les gens qui ont préparé, développé, qui sont participés, les gens qui l'ont vu, qui l'ont écouté plus tard. Donc, quand partie finale de mon doctorat, je n'ai pas mentionné, j'ai été un conseiller pour le projet de VIH. Et il voulait se focuser sur la prévention et l'éducation du VIH. Et cette bourse a été justement obtenue. Mais il y a eu un changement dans la communauté et pour aller dans une autre approche. Et comme conclusion, c'est que cette stratégie participative fondée sur les arts a démontré la flexibilité et l'attrait nécessaire pour engager les participants intergénérationnels et pour créer des collaborations fructueuses, contribuer au développement de nouvelles connaissances et compétences pour les jeunes et les aînés. Et ça a été perçu comme une approche décolonisante où les participants se sentaient appropriés de leurs expériences. Cette recherche offre une contribution unique à la littérature académique sur la prévention du VIH basée sur les arts pour les jeunes autochtones et la recherche basée sur les arts fournissant une évaluation d'une stratégie basée
aussi sur les arbres, en tant qu'outil de promotion de la santé dans un contexte autochtone. Donc, j'espère que les implications pratiques, les conclusions et les recommandations de cette étude offrent également des orientations pour l'élaboration des programmes et des politiques de promotion de la santé afin de lutter contre le VIH-Sida, la santé sexuelle et le bien-être de manière culturellement sûre, décolonisante, participative et efficace, de façon amusante pour les jeunes et les communautés autochtones. Donc, j'ai quelques références ici et les noms de nos partenaires financières. Et voici la fin de ma présentation. Et je pense qu'ensuite, on a Grace et ensuite, on a les questions vers la fin. Merci, Rachel. Mon prochain présentateur, c'est Denise Cole. Elle va présenter le Centre d'amitié de Labrador et la coordonnatrice de l'échange d'informations sur la santé sexuelle, district du Labrador. Elle utilise un point de vue autochtone pour bâtir des relations. Et voici ce sont deux de ces forces qui ont été présentées. Elle est la coordonnatrice du projet SHIELD. En tant que pionnière inuit bispirituelle, Denise se tient responsable de soutenir les jeunes et les aînés. Elle siège également à des conseils d'administration et des équipes, notamment le réseau canadien autochtone du SIDA, Safe Alliance, LGBTQ2S et le Festival des arts créatifs du Labrador et les comités du SIDA de Terre-Neuve et Labrador. Un instant, Denise. Ton téléphone est en silencieux. Ton microphone est en silencieux. Très bien, nous avons quelques questions techniques. Denise, pourrais-tu, s'il te plaît, faire une autre demande pour utiliser ton microphone? There you go. And can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Sure can. Oh, wonderful. Oui. That works. First, I'd like to say thank you so much, Rachel, for all of je voudrais remercier Rachel pour toute l'information et ensuite pour m'inviter à partager tout ça, à partager mon information. Je suis à Happy Valley. C'est un terre traditionnel Innu. Les interprètes n'entendent pas à l'orateur. Je voudrais parler à propos de Shield et qu'est-ce qu'on a fait ici et comment est-ce qu'on a créé ces sens d'échange d'informations intergénérationnelles. Et nous voulions aussi voir le type de responsabilité que nous avons devant la nouvelle génération de devenir des modèles. Donc, cette interconnectivité entre les aînés et les jeunes. Quelques bases qu'on a utilisées quand on a créé SHIELD. On a parlé avec le gouvernement fédéral et on a essayé de voir quelle direction il voulait donner au projet SHIELD. Il y avait déjà une certaine quantité de personnel qui était ici au Labrador. Et quand je suis arrivé ici, dans cet endroit, nous avons un plan à 2 ans. Et je les ai demandé s'ils voulaient qu'on revienne à
nos plans originaux et regarder qu'est-ce qui marchait bien dans le nord du Canada et voir si on peut utiliser les mêmes recettes. Et tout revenait toujours à la même chose, revenir à utiliser la culture comme outil. Et ça a été justement comment est-ce qu'on a créé ces expériences pour que les jeunes apprennent à propos de tous les secteurs de la santé sexuelle. Et à partir de ces interconnexions, on a obtenu l'espace nécessaire pour savoir comment est-ce qu'on apprend ensemble. L'interprète n'entend pas le retard. On a commencé des rencontres au Labrador. Et ces rencontres, c'était pas seulement basé sur la santé, mais sinon de parler ouvertement de comment est-ce qu'on faisait des activités et comment est-ce qu'on vivait notre vie. Raffiner un peu. J'aurais toujours cette introduction. Alors, je disais toujours à tous, rangez vos téléphones s'il vous plaît. Et puis, c'est un peu la différence de ce que nous faisons à Shield. Nous voyons votre maison, les outils que vous pouvez utiliser dans la maison à Shield. Quelle est l'application que vous utilisez le plus souvent? Je leur demande. Alors, non seulement comment vous pouvez être plus détendu, mais comment est-ce que vous pouvez utiliser les applications pour communiquer, la caméra de votre téléphone, par exemple. Quels sont les moyens par lesquels vous créez des films, de la musique? Et cela nous a menés sur un chemin très joli d'aventure. J'ai quelques notes. J'ai également quelques diapositives que j'ai élaborées. Alors, je vais vous permettre de voir ces diapositives et j'ai quelques mots à dire à la fin également. Alors, voici la présentation, elle jouera par elle-même. Interrompez-moi si ça va mal. Comment avons-nous créé Shield? Donc, Shields, d'abord, ça veut dire l'échange d'informations sur la santé sexuelle, district du Labrador. C'est mené par les jeunes. C'est pour encourager une santé sexuelle positive et holistique, des relations et des rapports sexuels sains selon la technologie et la culture. Nous utilisons les expériences des jeunes. Nous sommes ouverts aux jeunes du centre et de la côte du Labrador entre les âges de 12 et 18 ans. C'était un changement en deuxième année, alors que le gouvernement provincial du Labrador nous est venu pour nous aider un peu. Ce que vous voyez ici dans les images, c'est la manière dont nous abordons la santé sexuelle, des activités qui visent à incorporer la santé sexuelle, les présentations, les démonstrations sur les pratiques sexuelles protégées. Nous sortons les préservatifs, nous parlons ouvertement. Nous demandons aux jeunes de parler ouvertement eux aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est vraiment un moyen de partage. Toutes ces choses que vous voyez sont des adultes qui viennent de la communauté et qui partagent sur leurs expériences sur les ateliers. Et 3 jeunes âgés de 18 ans ont mené des ateliers sur les relations. Et 30 jeunes de toute l'école ont participé. Ce sont eux les chefs de la société. Hein. Nous avons tout incorporé de ce qui était possible, de la musique,
thérapie de l'art, la fabrication du métal, la peinture, la- le, le tissage, les sueries et les travaux avec les aînés. Notre relation avec les aînés est très diversifiée, très belle. Il y a bien sûr Fred Newen, des jours, des VIH avec les jeunes, de nos ateliers, entre nos groupes autochtones. L'interprète s'excuse de la perte de certains contenus, encore transmission imparfaite. Beaucoup de jeunes se sont joints à nous pour travailler et je n'entre jamais dans la salle comme l'experte. Je suis là pour partager et aider lorsque c'est possible. Alors, nous avons une bonne relation avec la santé provinciale du Labrador. C'est vraiment un service essentiel partout au Labrador. Et ceux-ci nous ont très généreusement appuyés. Alors, nous sortons dans les communautés pour tisser des liens très significatifs avec les jeunes et les adultes travaillent ensemble. Bien sûr, je fournis les ressources, un peu de ressources financières, y compris. C'est donc l'idée que les experts communautaires sont ceux qui sont dans la communauté. Il s'agit d'apprendre à faire tout cela avec deux yeux et de combiner la médecine occidentale avec le savoir traditionnel. Pardon, Denis, CTA, je ne sais pas si vous avez vu la note des opérateurs, mais les traducteurs ont un peu de difficulté à vous entendre. Êtes-vous en mesure d'approcher un peu votre microphone de votre bouche? Et maintenant, comment ça va? Essayons, oui. D'accord, désolé, hein. C'est ainsi que fonctionne le partage de l'écran et je ne vois pas le reste de la fenêtre. Je ne sais pas s'il y a moyen de le changer. Bon, je vais continuer. Diverses choses que nous faisons alors et nous donnons vraiment du pouvoir à la communauté et aux jeunes pour les aider, pour qu'ils sachent, voilà ce qui fonctionne le mieux pour moi. Une des choses que je fais, c'est le jeu de la boule de neige. Nous entrons dans une pièce avec autant de jeunes que possible qui se présentent à nos événements et tout le monde a le droit d'écrire des questions sur la santé sexuelle et encore pas de mauvaises questions. Ça n'existe pas et personne, bien sûr, ne sera grondé pour avoir posé une mauvaise question. Et nous partageons les boules de neige et nous les jetons. Et nous ne savons pas qui a posé la question, afin que ça reste anonyme. Il y a beaucoup d'adultes qui ont divers contextes, qui viennent de divers contextes. Nous sommes très positifs du point de vue du sexe. C'est très important. Nous ne croyons pas ici à la crainte ni d'utiliser rien qui nous fait réfléchir aux pensionnats autochtones, hein. Nous parlons ouvertement et c'est correct. Ça va. C'est une de nos forces. Et cela, bien sûr, a donné lieu à d'incroyables questions et des discussions, des cercles de partage. Créer un espace sûr pour les jeunes, pour leur permettre d'impliquer les aînés, qui sont bien sûr les gardiens du savoir. Et il y a toujours deux volets à l'histoire. Alors, les aînés nous apportent beaucoup et ils sont là pour parler avec les jeunes. Cela ouvre vraiment le dialogue et les aînés apprennent beaucoup. Alors, Rachel disait que c'est ainsi que sont créés ces espaces. Ces visages sont disponibles, nous ont offert beaucoup de choses que moi, je fais comprenne le travail avec nos partenaires et eux me disent, écoutez, nous avons ce programme destiné aux 12 à 18 ans, nous les divisons en groupes, nous travaillons avec les 14-18 et les plus jeunes, parce que parfois les sujets peuvent être assez lourds. Dans mon expérience, il faut reconnaître qu'il y a des expériences traumatiques vécues dans nos communautés autochtones. Donc,
Les jeunes de 12 ans ont beaucoup plus d'expérience de vie que vous ne le croiriez. Et il y a vraiment un partage, même entre les 12 et 18 ans, un partage des questions qui sont posées qui n'ont pas lieu normalement dans les communautés autochtones. Peut-être un jeune de 18 ans dominera la conversation à certains instants, mais ceux qui ont 12 ans sont très attentifs. Et qu'est-ce qui arrive également par le processus? Eh bien, les plus aînés disent aux jeunes, écoutez, je suis là dans votre école et je vais commencer à garder l'œil ouvert. Et il y a une amitié alors qui se tisse. Nous encourageons tout cela. Et cela permet à nos adultes les plus âgés qui ont notre âge, je suis dans la quarantaine, et cela nous permet d'apprendre et d'être des modèles également, des, euh, du partage des compétences intergénérationnelles. Nous avons des conversations ouvertes et nous partageons les connaissances sur le VIH, les ISST, mais la santé sexuelle est une approche holistique et cela consiste énormément dans ce que nous faisons. Je sais qu'il nous manque du temps, mais bon, voilà, je, je suis souvent très enthousiaste de tout ce que nous faisons à Shield et je pense beaucoup à l'avenir. J'aimerais surligner quelques éléments que nous avons tenus récemment l'été dernier, par exemple, le sommet ACT, Art, Culture et Technologie. Nous avons fait venir beaucoup de jeunes de 12-18, de 11 communautés autochtones. Tous les groupes autochtones ont été représentés de la côte et du centre du Labrador. Et c'était une expérience vraiment globale. Au cours de cette semaine, nous avons incorporé beaucoup de modèles, mais beaucoup d'équipes de santé qui comprenaient des fournisseurs de santé autochtones, mais également des fournisseurs de santé occidentaux. Beaucoup de gens impliqués dans la prévention du VIH et tous ceux-ci ont élaboré un thème par jour. Il y avait donc des sessions tous les jours avec les jeunes, beaucoup d'activités et des discussions très animées sur la santé sexuelle. Un des exemples que j'ai employé était que les jeunes nous parlaient des brèches dans le système de santé de leur communauté. Et c'était les professionnels de santé publique qui écrivaient des notes et qui étaient prêts à retourner à leur bureau, par exemple, rendre plus disponibles les préservatifs dans nos communautés, la clinique et les infirmières, les besoins de droit à la vie privée, la stigmatisation sur les dépistages du VIH. Il est très important d'entretenir ces conversations, surtout avec les communautés les plus petites, une tante, un oncle ou quelqu'un dans la famille qui travaille dans la clinique. Et tout le monde a besoin de savoir que sa vie privée sera respectée. Nous avons eu des rencontres avec les aînés et c'était vraiment un- un bon temps de partage. Mais les jeunes se sont vraiment portés bénévoles. Également, ont voulu aider les aînés lorsqu'ils se présentaient. Quelqu'un cherchait un thé, quelqu'un les aidait à trouver un siège, leur donnait un petit cadeau à la fin de la session. Les jeunes avaient des rôles et ils voulaient participer activement à la communauté. Ils voulaient se voir comme quelqu'un qui pouvait aider, non seulement participer et écouter, mais être des agents. Nous avons tous appris de l'exemple de ces jeunes et ceux-ci sont retournés dans leur communauté et ont entretenu des événements eux-mêmes dans leur communauté. Il y avait eu quelques champions parmi nous, je peux vous le dire. Beaucoup de choses en ligne. Vous pouvez nous trouver un peu partout. Nous sommes sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Nous avons une chaîne YouTube très active où vous verrez tout ce que font nos participants. Il y a des projets de vidéos de nos jeunes et tout cela a été grâce à l'appui du Centre national d'éducation des autochtones qui reconnaissent les jeunes comme des informateurs et des gardiens du savoir.
Le thème, par exemple, d'une des vidéos était que signifie être autochtone? Si vous vous dirigez vers n'importe quelle salle de classe au Canada, vous parlez de ce que vous voulez qu'ils sachent de votre culture, vous leur diriez quoi? C'est la question que nous avons posée et cela est devenu un très beau projet que j'encourage à incorporer à notre chaîne YouTube. Des plans, des curriculums ont été élaborés à partir de tout cela. Encore, parcourez notre site web. Quelques autres de nos projets, nous incorporons la musique à nos programmes. Nous avons obtenu une bourse de 25 000 dollars pour animer beaucoup plus de projets de musique. Voices for Change, Les Voix pour le changement, était un grand participant. 16 jeunes ont créé leur propre show. Ils ont également élevé des fonds pour 2 groupes communautaires, par exemple un abri pour les femmes et d'autres projets de communication avec la communauté. Et tout cela a été sous l'égide de 3 coordinateurs qui sont là dans notre communauté. Et également une exposition d'art que les participants ont pu voir pendant l'intermission, l'entracte. Voilà à peu près ce que nous faisons dans la communauté. Vous pouvez également voir des vidéos sur notre chaîne YouTube et vous voyez, la communauté s'est présentée et les parents s'approchaient de moi et ils avaient les larmes aux yeux et ils étaient très émus de voir leurs jeunes sous un autre angle. C'était des moments très émouvants. Et j'apporte bien sûr cette énergie à tout le travail que je fais. Tout cela m'a mené à assister à des repas avec les aînés, mais beaucoup d'autres événements avec le groupe autochtone, des moyens de parler ouvertement et de faire un lien entre la diversité du genre et la santé sexuelle. Tout cela est un grand besoin. Beaucoup de notre éducation sexuelle se concentre sur le genre de manière binaire, d'un discours hétéronormatif. Alors, il faut pouvoir parler ouvertement sur tout le spectrum, sur toute la gamme. J'étais un peu nerveuse parce que, bien sûr, ces gens sont mes aînés aussi. Je suis là pour parler de ma propre expérience, de mon propre vécu en tant qu'individu, mais également avec tout ce qui parle de diversité sexuelle et de genre. Je ne savais pas toujours comment parler correctement, mais j'étais très ému. Eux voulaient utiliser leur propre langage, leur propre terminologie. Ils étaient prêts à aider les membres de leur famille. Je voulais vraiment avoir cette conversation avec les aînés sur la santé sexuelle afin d'avoir une meilleure compréhension. Les aînés, eux aussi, sont sexuellement actifs. Une une de ma collaboratrices est là, elle parle à Radio-Canada, donc assez impressionnant. Et puis, on me dit que je fais un bon travail. Alors, d'ici l'avenir, à partir de maintenant, où est-ce qu'on nous va aller? Euh, notre horizon est mars 2021, mais nous parlons encore de nos propositions et au cours des 3 dernières années, nous avons discuté de l'avenir, quel sera le modèle à adopter. Nous allons créer encore des films, de la musique et nous avons tous été émerveillés de l'engagement de nos participants. Alors, nous avons pour l'instant un engagement qui s'appelle l'engagement des jeunes. Nous demandons à nos jeunes de créer des webinaires et des spectacles en direct en vue de la prévention de la santé sexuelle pour voir où se trouvent nos jeunes. Il y a de bons partenariats qui sont créés. Ces relations sont une clé qui nous permettent de nous diriger vers la communauté. Nous nous dirigeons vers nos communautés
Et je crois que le programme SHIELD continuera. Nous continuerons de trouver des manières d'appuyer tout cela ensemble. J'aimerais partager brièvement sur le service des statistiques du Labrador qui est lié à l'Université mémoriale à Saint-Jean. Nous avons parlé beaucoup avec eux de la recherche participative qui s'effectue avec SHIELD. J'ai lu beaucoup des projets de recherche auxquels Rachel fait référence, par exemple sur le projet Catalonia. Je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur la santé sexuelle au Labrador, surtout en ce qui concerne les jeunes. Alors, une grande partie de notre travail consiste également à voir ce qui se passe ailleurs. Nous avons besoin de beaucoup de recherches faites par les Labradoriens, pour les Labradoriens, une recherche inclusive. Et une des choses que nous faisons, c'est un de nos objectifs d'ailleurs de notre plan de travail, c'est d'écrire l'histoire de SHIELD, d'écrire notre propre narrative, car nous faisons tout en vue de chercher à savoir plus sur les terres ancestrales autochtones. Qu'est-ce qui nous a inspiré au cours des 3 dernières années? J'espère que nous puissions inspirer à d'autres communautés de prendre leurs propres initiatives, d'écouter leurs propres jeunes et de permettre à tout cela de guider leur travail. Nous espérons pouvoir ainsi mener nos projets de l'avant, car notre progrès est également, en ce moment, épatant. Nous avons touché des centaines, sinon des milliers de vies de jeunes Labradoriens. Nous voulons faire partie du Labrador, de la vie du Labrador, des festivals, par exemple, au théâtre, aux écoles secondaires, de travailler avec les centres de ressources familiales. Nous étendons notre travail et nos communications aussi loin que possible. J'espère que tout cela a du sens, mais c'est un peu ce que nous faisons ici à SHIELD. Nous vivons dans le moment et nous réagissons conformément aux exigences du moment. Je suis très reconnaissante de l'occasion d'avoir pu participer à ce travail jusqu'à maintenant et du soutien régional et communautaire que nous avons reçu jusqu'à maintenant, nos financiers, bien entendu, nos commanditaires. Mais la dernière chose que j'aimerais dire avant de terminer est de dire que nous nous sommes permis d'écouter ce que la communauté avait à dire. Nous avons incorporé toute cette culture, cet art, cette technologie en combinaison avec nos autres activités. Et cela comprend la discussion sur la santé sexuelle, notre cercle de partage et de présentation. On demande aux participants, dites-nous trois choses que vous avez apprises. Souvent, j'ai trouvé une nouvelle manière de prendre des photos ou des vidéos avec mon téléphone, une nouvelle technique de peinture, mais la majorité des participants disent que c'est correct de dire non au rapport sexuel. Je sais ce que c'est le consentement. Ça va au-delà du préservatif. Je sais ce que c'est être moi-même. Je pense à ces moments très émouvants de partage avec un jeune. Quel est votre nom? Quel est le nom que vous aimeriez que j'utilise? Quel pronom est-ce que vous voulez que j'utilise? De pouvoir voir cette réaction émotive chez cette personne. C'est la première fois, par exemple, qu'on leur demande, eh bien, quel pronom est-ce que j'utilise? Donc, c'est une occasion pour eux d'être vraiment eux-mêmes. Alors, c'est le genre de travail que je fais et je pense que c'est la puissance derrière tout notre travail. C'est le message pour nous tous qui travaillons sur le terrain, que il nous faut parfois nous arrêter pour écouter les jeunes dans nos communautés, parce que vraiment, ils sont les leaders de maintenant, dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de leur avenir.
Et c'est notre manière de redonner à la communauté. Il faut les voir, eux, comme des détenteurs du savoir. Et sur cela, je vous dis Namnik, merci à tous de cette occasion de vous partager mon vécu et notre expérience. J'ai hâte aux discussions, aux questions et j'ai hâte d'entendre parler de Grace qui est parfois timide, mais je l'ai regardée, je l'ai vue grandir comme participante à devenir une leader très active. Je suis toujours humble devant cette réalité et je ne pourrais pas faire ce travail sans les jeunes. Alors, merci encore. Merci, Denis, et merci à vous, Rachel. C'est très inspirant le travail que vous faites aujourd'hui dont vous avez fait part aujourd'hui. Avant de présenter Grace, la jeune communautaire, j'aimerais, s'il vous plaît, vous rappeler d'utiliser les sondages, je crois, qui sont à votre droite de votre écran. Il y a 3 questions là. Vous ne pouvez que répondre à ces questions euh, pendant le webinaire. Si vous attendez la fin, il sera trop tard. Alors, donnez-nous votre rétroaction, s'il vous plaît. Je n'ai pas de petite biographie à lire sur Grace. Alors, est-ce que je peux demander, s'il vous plaît, à Rachel ou à Denise de présenter Grace? En fait, Grace fera sa propre présentation, mais j'aimerais présenter la présentation d'abord en dire que il nous a pris quelques formes, quelques approches d'abord. Il fallait représenter le travail qui est effectué au Labrador et bien sûr, nous avons voulu demander à nos jeunes et à nos aînés de participer, mais malheureusement, les aînés doivent prendre un peu de temps pour s'éloigner de ce genre d'engagement. Et c'est une autre raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les filmer alors qu'ils étaient encore avec nous. Mais un des jeunes qui a participé dans le travail que j'ai fait également avec Denis fait du bon travail avec Shield. Il m'a rencontré la semaine dernière et elle voulait me partager son expérience. C'est une bonne occasion de dire que tous ceux qui sont intéressés à l'éducation de l'art et à la santé, qu'il se passe de bonnes choses. Et souvent, nous voyons dans l'art et sous ce genre de projet, ce ne sont que des effets à long terme, à court terme. Alors, nous devons voir comment l'impact s'étend sur le long terme. Si ces gens sont à l'aise de partager leurs connaissances, eh bien, nous avons l'occasion de voir ce qui se passe plusieurs années plus tard. Et je vais vous faire savoir que les films que nous avons créés dans ces groupes sont vieux déjà de 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans que Grace a participé dans ce projet. Nous allons avoir une conversation avec elle dans le prochain segment. Et c'est elle qui travaille avec Shield encore. Alors j'espère que nous pouvons maintenant lire l'entrevue avec Grace. Bonjour, je m'appelle Grace Piogi et j'habite ici à Goose Valley au Labrador. J'ai fait une courte vidéo sur la santé sexuelle avec Rachel Epinesco. Il s'appelle Tested. Hey, nous avons des mathématiques ensuite. Oui, est-ce que tu as étudié? Yeah. Hey, est-ce que je pourrais te dire quelque chose? Oui, oui. Ne dis pas ça à personne, mais je viens de me tester pour une maladie de transmission sexuelle. Je vais être en retard pour mon cours. Hey, dis ça pas à personne. Est-ce que tu as entendu que Rachel a eu un examen de dépistage pour maladie sexuelle? Oh, qu'est-ce que ça...
Ça veut dire qu'elle pourrait avoir le VIH. Est-ce que c'est contagieux? Oui. Ne la touche pas, ne passe pas à côté d'elle. OK. En premier, tu peux pas contracter VIH juste en touchant quelqu'un. Deuxièmement, tu peux juste contracter VIH par le sang, les contacts sexuels et le lait maternel. Et troisièmement, pourquoi vous parlez dans le dos de votre ami? Ce film a été planifié dans 3,5 jours par les intervenants et ça a été utilisé comme un système stratégique pour enseigner la santé sexuelle aux jeunes au Labrador. Merci aux aînés et aux jeunes qui participaient dans l'atelier. Merci Grace. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton film? C'est à propos de passer des tests pour la maladie de transmission sexuelle, partager l'expérience avec des amis sans savoir réellement de quoi s'agit-il. C'est de ne pas être informé ou éduqué en maladie de transmission sexuelle et remarquer qu'est-ce qu'ils connaissent ou qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas et comment c'est mauvais de parler dans le dos de tes amis et de les informer à propos du VIH et du sida et comment est-ce que ça se contracte et de les mettre à leur place. Merci. Quelques années ont passé depuis qu'on a fait cette vidéo. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette époque-là? Je me rappelle d'avoir eu énormément de plaisir à l'heure de faire cette vidéo, de m'informer par rapport au VIH, par rapport à l'éducation sexuelle, à l'éducation, à l'opération, de m'avoir connecté d'une autre manière avec les aînés, d'être avec eux. On s'est amusé énormément en faisant la vidéo. Est-ce que tu as aimé le plus de cet atelier? Je pense que ça a été très informatif en termes de santé sexuelle, de VIH. Et c'était très clair dans la manière de nous parler et de répondre à nos questions. Il y avait des questions qui pouvaient nous pouvaient sentir pas confortables, mais vous les avez répondu, ces questions. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi d'apprendre à propos de maladies de transmission sexuelle, de VIH et de faire un film? C'était très formatif parce qu'à cet âge-là, on adore partager les idées, les voir vivre. On a eu beaucoup de plaisir à l'heure de la tempête d'idées en créant les dialogues comme vous l'avez montré dans la vidéo. Et on n'était pas timide par rapport à la santé sexuelle parce que vous l'avez fait. Vous avez créé une place aimable et confortable pour nous autres. Tu l'as mentionné un moment, mais c'était comment de travailler avec les aînés? On a appris les uns des autres.
On a appris les uns des autres, mais on est aussi en train d'apprendre ensemble par rapport aux maladies de transmission sexuelle, infections de transmission sexuelle et éducation sexuelle. Parce que on a fait des tempêtes d'idées ensemble, on a partagé des idées. C'était bon de voir les générations antérieures parler de la santé sexuelle, de maladies de transmission sexuelle, de VIH et parfois de presque briser les stigmatisations sociales autour de ça. Et voir les aînés parler de la santé sexuelle et tout cela nous a fait sentir plus à l'aise avec ces sujets-là. Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à la culture de vos aînés aussi? Oui, on a appris énormément à propos de la culture. On a appris que la culture est toujours avec nous et toujours autour de nous. On a fait toujours partie d'elle et on a eu énormément de plaisir. Et on a eu une bonne expérience alors de connaître notre propre culture. Et quelle autre chose t'as appris à l'atelier? Santé sexuelle, culture, quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Vous nous avez permis de diriger, utiliser la caméra pour enregistrer le film. Et c'était direct. Et vous nous avez appris les places où les caméras devaient être. Donc, vous avez appris des habiletés de directeur de cinéma. Et vous avez appris de la culture, de la santé sexuelle. Et vous avez travaillé avec vos amis et vos aînés. Et ensuite que vous avez fait votre film, c'était comment montrer ce film-là à vos amis et à votre famille. Montrer ça. On est appelé au centre communautaire à Goose Bay. Et tous les parents étaient là-bas, les frères, les membres de la communauté, les leaders de la communauté. Comment est-ce que ça a été ça? C'était un peu surréaliste parce qu'on a travaillé tellement fort pour cette vidéo et on avait tellement hâte de voir les vidéos des autres et on voyait nos parents, nos amis, les membres de la communauté et leurs réactions. Et on voulait aussi avoir un impact par rapport au VIH, par rapport à la santé sexuelle. Et on voulait qu'ils sachent que c'était important d'avoir une éducation sexuelle. C'était votre première expérience à l'heure d'apprendre à propos de VIH. Et depuis ce moment-là, combien de fois vous avez parlé de la prévention de maladies de transmission sexuelle et de VIH? J'ai commencé à aller au centre d'échange d'informations sur la santé sexuelle et éventuellement, j'ai commencé à travailler avec les événements créés par Shield et avec Shield. Parfois, tu travailles avec des artistes et c'est comment travailler avec les artistes et parler de la santé sexuelle. C'est intéressant de voir les différents points de vue des différents artistes et voir comment est-ce qu'ils s'expriment de formes différentes. On veut juste s'entraider. C'est des fois intriguant et cool. Qu'est-ce que te fait revenir à ces ateliers, à ces activités? Je crois que c'est un événement sécuritaire. Je me sens à l'aise et je peux apprendre à propos de la culture, des arts. Et j'aime faire des nouveaux amis et apprendre d'eux pendant ces workshops et ces activités. Pendant ces activités-là, comment est-ce que tu as développé des habiletés de leader pour ta communauté?
comme j'ai dit avant, j'ai travaillé avec les ateliers de Shield et Denis m'a demandé pour travailler pour des Voices for Change et j'ai travaillé là-bas. Et ensuite, je suis devenu intéressé à planifier ces activités. Et tout ce que je devais faire, c'était de travailler avec Denise. Et après toute cette participation dans la communauté et dans l'éducation sexuelle, dans les événements comme ceux dont tu as participé, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils devraient savoir? Je leur dirais que au commencement, vous pourriez vous sentir pas à l'aise. Vous pourrez vous sentir avoir peur de poser des questions, mais que c'est mieux d'avoir des questions répondues que d'avoir des questions non répondues. Et que la meilleure manière de créer cette question, c'est de créer un environnement sécuritaire. De cette manière, ils peuvent te poser la question et de ne pas se garder la réponse. Parce qu'il n'y a pas de honte pour la personne qui répond non plus. Donc, je crois que c'est une excellente réponse pour les gens qui assistent à des cours éducatifs et pour des gens qui les créent aussi. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, pas réellement, mais c'est vraiment cool de travailler avec Shield et de les aider. Merci beaucoup, Grace. Merci de partager tes expériences avec les projets et j'espère de te revoir dans le futur. Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier Grace pour m'aider à préparer ça et aussi pour m'aider à créer des questions pour cette. Elle a répondu à ces questions par elle-même et certaines de ces questions, ça ne faisait pas partie du brainstorm. Et je lui remercie pour continuer de s'impliquer dans la question. Donc, j'imagine qu'avec ça, on termine nos présentations. On peut passer au moment des questions. Donc, en réalité, je dois céder le microphone à Ti. Merci à Grace. Je sais qu'elle n'est pas avec nous, mais elle va être en mesure de nous écouter plus tard. On va être en mesure d'ouvrir le microphone, s'il vous plaît. Restez jusqu'au moment que toutes les questions sont répondues parce qu'on a des choses à dire à la fin de cette présentation. Nous avons aussi la possibilité de taper les questions dans le chat ou de les envoyer de demander la parole par le microphone. Nous avons une question à ce moment-ci qui vient de Trevor. Tu penses que c'est facile pour les jeunes de parler avec les aînés par rapport à la santé sexuelle et reproductive? Est-ce qu'ils se sentiront plus à l'aise avec les aînés qu'avec leurs parents? Denise, peux-tu répondre à celle-ci? C'est juste moi qui devrais le faire? Parce que tu es en mute. Je peux parler avec des
genre. Nous avions deux femmes aînées et trois hommes aînés, ce qui était très intéressant comme représentation de l'univers. Je pense que les gens sont assez ouverts généralement. Par rapport si se sentiront plus à l'aise avec les parents qu'avec les aînés. Je reviens sur le sujet de que ça compte le type d'environnement qu'on crée autour. Si on peut se confier à un adulte ou pas dans cette situation. Par rapport aux recherches, il y a un peu de recherche à propos de ceci. Et je crois que la clé, c'est de donner les outils aux parents et aux aînés d'avoir accès à cette communication. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité d'informations et des endroits sûrs pour que les gens se sentent confortables avec les tantes, les oncles, les aînés, les grands-parents, les parents. Je crois que ça a plus à voir avec l'environnement. J'avais mon microphone en silencieux. Les choses qu'on a faites avec Shield, on l'a fait comme évaluateur. Et une des choses qu'on a posées comme question, ça a été justement à qui tu préfères parler par rapport à tes questions sexuelles. Donc, une partie de ces questions a été répondue par rapport aux gens qui sont entraînés. Je sais que lorsqu'on parle aux aînés, il y a beaucoup plus la question du respect qui rentre dans la scène. Et il y a plusieurs aînés qui nous disent que je parle de la génération au milieu ici, qu'ils veulent que nous rentrons dans la scène et qu'on ouvre les sujets pour qu'ils prennent cette conversation encore. Quelques-uns aiment parler avec les gens et leurs parents et quelques-uns d'autres ne veulent pas faire ça. Quelques-uns veulent à l'école où nous avons des conversations très ouvertes, très positives. C'est une espèce d'environnement où ça devient transférable l'information. L'interprète perd partie du message original. Merci. Merci vous deux pour vos réponses. Est-ce que vous, Rachid Didia, pouvez-vous me dire comment est-ce qu'on amène à compromettre les aînés dans le programme de VIH? Est-ce que tu veux? OK. Je vais répondre, Rachel, et je vais te céder le microphone plus tard. Je pense que dans mon expérience, quand j'ai commencé le programme sur diversité sexuelle pour les aînés, j'ai vu qu'ils avaient presque avec peur parce que c'était aussi mes aînés. Mais j'ai pris la perspective de on mange ensemble, on court ensemble, on est tous ensemble. Donc, ça change la dynamique. C'est devenu un canal ouvert, un canal de dialogue ouvert. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir vu ces films-là, les gens ont commencé à partager des histoires et à partager des informations. Donc, on recevait la bonne information et on a trouvé le langage avec lequel les aînés sont plus confortables. J'ai une relation très proche avec ma mère. Et même si c'était un peu étrange, un peu bizarre au commencement,
Et ma mère, qui sait que je donne des cours d'éducation sexuelle, elle m'a dit, c'est ça que j'ai expérimenté dans ma vie. Est-ce que tu as parlé avec les fournisseurs de services de santé? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Donc, ça est il n'y a pas de question incorrecte. Je pense que établir la dynamique, la bonne dynamique, ça nous permet de poser les bonnes questions, surtout la narration indigène, la narration autochtone, comment est-ce qu'on incorpore ces expériences à nos histoires. Ce sont des enseignements. Les écoles provinciales, ils ont justement pris cette idée de qu'on n'était pas des bons parents, qu'on ne faisait pas les bonnes choses pour nos enfants. Je te cède le microphone, Rachel. Je suis d'accord. Je crois que Denise a signalé 2 points, les stratégies pour faire ceci. Je pense qu'avec le travail que j'ai fait pour mon doctorat, on a découvert une bonne manière de discuter avec nos pères. C'est le contrôle et la propriété du processus où on cherchait de l'information et ils voulaient de l'information. Une des choses qu'ils m'ont dit pendant cette rencontre d'informations sur le VIH, et c'est que habituellement, quand ils vont dans une rencontre comme ça, ils reçoivent toute l'information rapidement de l'instructeur et, et ils reçoivent les paquets puis ils les cachent immédiatement. Et cette fois-là, il a eu une manière différente de le faire. Et les éducateurs, au moins quelques-uns des éducateurs, font les choses de façon différente. Et les personnes ont la tendance à stigmatiser toujours cette question. Mais si elles peuvent avoir l'espace pour poser des questions, elles vont revenir à poser plus de questions. Et s'ils se sentent en contrôle dans une situation, s'ils se sentent en contrôle dans l'espace, on peut voir à quel point ils se compromettent. On a 2 questions de plus et ça va être tout pour aujourd'hui. Une question vient de la part de Morgan Anderson. Est-ce que Chile fait des présentations dans des cours? Je sais qu'ici, dans les cours à Denver, ils le font. On n'a pas trouvé un moyen d'aller dans le cours. Mais nous avons des relations spéciales avec les autorités sanitaires et les conseils scolaires. Souvent, ce sont les organisations sur le terrain qui ne sont pas toujours vues comme des experts. Cela peut engendrer des problèmes. Alors, c'est un niveau dont je peux parler, bien entendu. Les changements, dépendamment de l'école et de la salle de classe, ce que nous avons appris à faire, c'est de devenir des partenaires créatifs avec d'autres groupes où les jeunes sont très impliqués. Par exemple, une relation avec une école où nous faisons des projets après les classes. Nous sommes en partenariat avec un centre d'art local. Nous avons ces espaces où les jeunes aimeraient se trouver. J'aimerais aller aux écoles, bien entendu, bien plus souvent, parce que tout cela est tout aussi important que les autres classes qui se tiennent. Nous avons vraiment séparé la santé sexuelle de la santé dans un sens global, la vie. C'est vraiment un différent sens de bien-être holistique. Oui, et je dirais que lorsque je faisais le travail préliminaire autour des enquêtes auprès des diverses parties intéressées dans l'éducation sexuelle, surtout
lorsqu'il s'agissait des conseils scolaires, c'est qu'il y avait un programme bien établi pour les cours, mais dans beaucoup d'autres lieux, ce curriculum est très fortement révisé, fait l'objet d'altérations. Et une des manières dont on pourrait améliorer la situation, je crois, d'obtenir les informations dont on a besoin, c'est de continuer de faire le genre de travail que fait Denis. Nous regardons bien sûr les recherches, les découvertes, et nous les faisons savoir à ceux qui élaborent les nouveaux programmes scolaires. Enfin, je l'espère. Si je pouvais ajouter peut-être une des choses qui est arrivée très récemment, c'est que les autorités sanitaires ici se sont dirigés vers Shield et leur ont demandé, est-ce que vous pouvez travailler avec nous pour créer un langage plus inclusif maintenant? Nous travaillons avec un groupe LGBTQ de plus provincial qui élabore un webinaire de formation pour le langage épicène dans les classes, dans les salles de classe et dans le matériel scolaire. Ceux qui donnent ce matériel aux jeunes doivent comprendre ces notions de genre et de langage inclusif, pardon. Nous devons nous éloigner de ce langage trop genré, qu'il y a vraiment une gamme. Les jeunes que je connais par le biais de Shield n'auraient jamais connu autrement ces réalités. Alors nous trouvons des moyens de l'incorporer dans nos sessions. Il est ridicule encore de parler de préservatif masculin ou préservatif féminin aujourd'hui. Et les enseignants me disent souvent, ce que vous pouvez faire avec Shield va bien au-delà de ce que je pourrais faire dans ma salle de classe. Nous faisons du lobbyisme alors, et je sais que c'est un mot qui est très lourd, mais c'est ce que nous avons à faire. Nous devons aborder la manière dont les services sont offerts. Et je suis bien sûr personne bispirituelle moi-même. Je dois pouvoir me sentir en sécurité et pouvoir avoir une conversation sur ce dont moi j'ai besoin en tant que personne sexuée. Une autre question, très bien, merci. Cette question vient de Andrea M. ou Andrine. Est-ce qu'il y a une manière dont vous assurez où la force est incorporée dans votre travail sans nier l'impact de traumatismes vécus dans le passé? Oui, je vais répondre. Je pense que tout vient de cet endroit positif de croissance. Moi-même, je suis engagé dans beaucoup de travail de guérison traditionnelle et beaucoup de mon historique le traumatisme en fait partie. Je ne cherche pas à le cacher. Cela fait partie du processus de guérison. C'est une force, la résilience des peuples autochtones partout et quel que soit le moyen. Nous avons créé un espace pour nous-mêmes. Et il nous faut cet espace alors pour la réconciliation. Et pour cela, il nous faut raconter la vérité. Lorsque nous faisons des choses que nous savons qui pourraient qui pourraient déclencher une réaction reliée au traumatisme, nous devons nous assurer de ne pas seulement avoir des travailleurs de la santé, y compris des travailleurs de santé mentale en place, mais également d'autres soutiens pour que ce soit sécuritaire et sûr, pour donner le temps et l'espace de pouvoir travailler le matériel sans trop se presser. Les jeunes qui s'engagent dans Shield ont, ont le droit, peu importe leur âge, ont le droit de participer à n'importe quel moment. Ah, cela n'est pas actif dans mon centre des jeunes, alors moi j'en ai besoin ici et je dis à mes jeunes de manière très humble, ce sont des jeunes avec qui je suis en lien.
je les aide à tisser des liens avec leur communauté. La réalité, c'est que si vous parlez de sexualité, de santé sexuelle, les agressions seront un sujet, le viol, des expériences de, de blessures, des blessures en général, tout cela surgira. Alors il nous faut des espaces pour aborder ces questions et les traiter de manière adéquate et respectueuse. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs qui ont également été faits dans la boîte de clavardage, alors j'espère que vous aurez la chance de les lire. Nous allons maintenant aller à nos remarques pour fermer la session. Et alors que je conclue la session, veuillez encore, c'est votre dernière chance, répondre au sondage pour le but de la rétroaction. À l'origine, notre session devait être une session en personne, le 8e pré-congrès international autochtone sur le VIH et le sida, mais en raison de la crise de COVID-19, le comité de planification a décidé à le convertir en une série de webinaires, 11 webinaires, WISER. WISER veut dire tisser des histoires d'expérience et de résilience autochtone, notre vision pour la santé autochtone. WISER, c'est-à-dire le sigle en anglais, vous est commandité par le groupe de travail autochtone international sur le VIH et le sida. Donc le GTAIVS tient des rencontres informelles depuis 1989 et en 2009, les militants du VIH et autochtones partout dans le monde euh, ont créé le secrétariat qui est appuyé par le réseau canadien autochtone du sida. Cela a donné lieu au GTAIVS, le groupe de travail autochtone international sur le VIH et le sida. Et la première fois que j'ai vu le mot IGWA, ce qui est le sigle du GTAIVS en anglais, je me disais, ah, mais c'est pas comme ça qu'on l'en prononce. Mais jusqu'à ce jour, aucune autre organisation autochtone n'a pu assumer la responsabilité d'être le secrétariat du GTAIVS. Alors merci au soutien de Santé Canada et du gouvernement du Canada et les bandes autochtones de leur appui au GTAIVS depuis plus de 10 ans. Encore quelques informations. La série de webinaires a commencé le 25 juin en tant que 8e pré-congrès international autochtone sur le VIH et le sida qui donne lieu à la conférence SIDA 2020. Alors la série de webinaires WISER continue du 11 juillet jusqu'au 30. L'assistance est gratuite et tous nos webinaires présentent ou incluent une interprétation simultanée vers le français et l'espagnol. Alors, n'oubliez pas de participer à ce webinaire. Notre dernier webinaire aura lieu le 30, c'est-à-dire jeudi, à midi, heure de New York, 9h, heure de San Francisco. Un merci du fond du cœur à tous nos conférenciers aujourd'hui, Rachel Mandy, Dennis Cole et Grace Piyogi. Merci également, Clecco, à nos interprètes, aux techniciens de Kudo pour tout ce qu'ils ont fait pour rendre un succès cette série de webinaires. Merci à tous nos participants et on vous souhaite vraiment une excellente journée.